Jean Corcos pour Voix Plurielle. Bonjour Albert Nakache, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour cette interview. Rappelons à ceux qui nous entendront que je vous avais reçu plusieurs fois dans le cadre de mon émission passée sur Judaïque FM, station hélas disparue aujourd'hui. Albert Nakache, vous êtes né en Tunisie, votre vie professionnelle a été très riche puisque vous êtes docteur en économie, diplômé de l'Institut d'administration d'entreprise et ancien élève de Sciences Po. Mais surtout, votre carrière a été brillante puisque vous avez été ingénieur, manager et directeur du marketing au sein de la société IBM France. Alors cela ne vous a pas empêché de commencer ensuite une véritable carrière d'écrivain et de journaliste. Citons vos ouvrages dont certains sont le résultat de la compilation de centaines d'articles sur Internet. Les Roses de l'Ariana, évocation de la première partie de votre vie en Tunisie, Contre Israël, Hamas et Hezbollah de France, suivis dans le même thème par Islamistes, compagnons de route et terroristes. Enfin, la même année, vous avez abordé la tragédie des chrétiens d'Orient avec « Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors on s'est retrouvé en quelque sorte sur l'excellent site franco-israélien de notre ami Jacques Benilouche, où vous avez commencé aussi à écrire des articles. Et justement, mon interview va porter sur une interview du 19 novembre dernier et intitulée « L'adieu à l'Artsakh ». Dans cet article, vous parlez de la guerre brève mais sanglante entre Arméniens et Azéris dans la région du Haut-Karabakh. Et cette guerre donc venait de se solder par la défaite de l'Arménie. Première question, pourquoi cet intérêt pour un conflit qui, cette fois, ne concerne ni les Juifs ni les Arabes ? Ce conflit m'avait interpellé dans le cadre justement du conflit israélo-arabe, parce que c'était un excellent exemple de désinformation, puisque d'une part, l'occupation par Israël de territoires donnait lieu à des milliers de commentaires défavorables, et celle du Haut-Karabakh et de 14% du territoire de l'Azerbaïdjan par l'Arménie a été passée complètement inaperçue. Et c'était donc ça mon premier contact avec ce conflit. L'autre raison, c'est que dans le cadre de mon livre sur la tragédie des chrétiens d'Orient, l'Arménie était un excellent exemple de la tragédie, du problème des chrétiens dans un environnement musulman. Vous savez bien le mépris de nos chaînes de télévision pour l'actualité internationale. Pour ce qui concerne cette guerre-là, vraiment, on a eu droit au service minimum en matière de reportage. Et enfin, c'est le énième épisode d'un conflit déjà très ancien, mais qui se situe dans le Caucase, une zone que l'on connaît très mal et qui faisait partie de l'ex-URSS. Votre article donne une carte qui est très précieuse pour comprendre à la fois la zone des opérations et les interfaces avec les différents pays. Pouvez-vous nous dire, en gros, où se situent les voisins de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, en allant de l'ouest vers l'est, donc jusqu'à la mer Caspienne. Et puis situer aussi deux pays très importants, la Russie au nord et l'Iran au sud, où se situent donc les frontières avec ces pays. Entre l'Europe et l'Asie, il est constitué d'une chaîne de montagnes qui s'étend de la mer Caspienne à l'est jusqu'à la mer Noire à l'ouest, avec un sommet, le sommet d'Elbrus, qui s'élève à plus de 5600 mètres. En partant de l'ouest, autour de la mer Noire, nous avons du nord au sud la Russie, la Géorgie et la Turquie. L'Arménie se trouve au centre, coincée, et n'a pas d'accès à la mer. À l'est, donnant sur la mer Caspienne, nous avons toujours la Russie au nord, l'Azerbaïdjan et l'Iran au sud. Le fait d'avoir situé les voisins permet de comprendre la géopolitique de cette région. La Turquie ne s'est pas engagée directement, mais a apporté un très fort appui militaire à l'Azerbaïdjan. Quel était son but ? Au-delà de la solidarité religieuse de ce grand pays, dirigé depuis près de 20 ans par un parti islamiste.
et au-delà aussi des rêves de grandeur néo-ottomans de son président Erdogan. La Turquie a quand même fourni 1200 combattants des djihadistes qui intervenaient sur le front syrien. Et ces combattants sont intervenus dans ce conflit. Mais le principal gain pour Ankara, et c'était un de ses objectifs, et se trouve dans la clause 9 de l'accord du cessez-le-feu, qui engage l'Arménie à mettre en place un corridor pour permettre le déplacement de véhicules sur une espèce d'autoroute qui va traverser l'Arménie, au sud du Karabakh, et qui va en fait fournir une liaison terrestre directe d'Istanbul à la mer Caspienne. Et donc la Turquie va être directement en liaison avec les républiques turcophones à l'Est. Et c'était un objectif qui était extrêmement important pour la Turquie. Revenons sur le passé. À la chute de l'Empire ottoman, l'Arménie, ou plus précisément la partie orientale de l'ancien royaume, qui n'était pas dissoute donc dans la nouvelle République turque, et l'Azerbaïdjan donc vont devenir des pays indépendants pour une brève période. Et puis l'URSS va rapidement les intégrer dans son empire sous forme de républiques soviétiques qui étaient en fait de purs satellites de Moscou. La région qui donnera naissance à l'État autoproclamé du Haut-Karabakh, qui se dit donc en arménien Artsakh, devient à ce moment-là un territoire autonome appelé le Nagorno-Karabakh. Il était peuplé en très grande majorité d'Arméniens, mais pour l'URSS, il se situait dans la République d'Azerbaïdjan. Alors que se passe-t-il à la chute de l'URSS à partir de 1992 ? Comment ce territoire va-t-il devenir une république autoproclamée, un État d'ailleurs qui ne sera reconnu par aucun pays de la communauté internationale ? Donc nous avons le Haut-Karabakh, qui est peuplé en majorité de chrétiens arméniens, mais qui, par la décision de l'URSS, a été défini comme avec un statut de territoire autonome rattaché à la République de l'Azerbaïdjan. Lors de la chute de l'URSS, les Arméniens ont voulu modifier cet état de choses. Donc une guerre, sécession du Haut-Karabakh, et une guerre dans les début des années 92, une guerre très coûteuse qui a fait 30 000 morts et qui s'est soldée par un cessez-le-feu. À la suite, pour ce cessez-le-feu, l'Arménie a repris le contrôle du Haut-Karabakh et a aussi occupé une partie du territoire de l'Azerbaïdjan, à peu près 14% de ce territoire. Donc, le problème n'était pas réglé et il a fallu 28 ans pour que cette situation instable déclenche un nouveau conflit. Alors, votre article exprime clairement votre sympathie pour les Arméniens. Mais si on se situe du point de vue des Azéris, il y a deux choses. Premièrement, ce territoire coupe en deux celui de l'Azerbaïdjan. Et deuxièmement, eux disent que la première guerre du Haut-Karabakh, donc dans les années 1990, a eu comme conséquence une épuration ethnique de la minorité musulmane. Qu'en pensez-vous ? Pour les Arméniens de l'Artsakh, certainement, car pendant ces 6 semaines, ils ont mené un combat héroïque pour sauver leur peau et pour exercer leur droit à l'autodétermination. Et c'est une guerre qui était populaire car les Arméniens étaient mobilisés jusqu'à l'âge de 60 ans et de nombreuses femmes ont participé à l'effort de guerre. Et ce combat était extrêmement difficile et l'issue fatale était prévisible, d'où ma sympathie pour les Arméniens
cela ne signifie pas une antipathie pour les Azéris, car dans cette région-là, c'est la haine qui domine entre les populations turques ou turcophones musulmanes et les populations arméniennes chrétiennes. Et toute l'histoire de cette région, c'est une histoire de haine, de massacre, sans remonter au massacre, au génocide de 1,5 million d'Arméniens par les Turcs. Donc, les Arméniens avaient gagné la première manche en arrivant à créer en quelque sorte une petite Arménie qui était reliée par un corridor étroit à l'Arménie proprement dite. Et ce corridor traversant l'Azerbaïdjan. Il y avait donc une sorte de malédiction géographique dès le départ, puisque ce territoire donc, du Haut-Karabakh était encerclé à la fois à l'ouest et à l'est par les Azéris. Alors, pour en savoir un petit peu plus, déjà, quelle était sa population et quelle était sa superficie avant la guerre qui vient de se dérouler donc à l'automne 2020? Avant la guerre, l'Artsakh, donc cette petite Arménie, disposait d'une superficie très, très petite de 4400 km², et sa population est de 150 000 habitants seulement, donc les chiffres sont pas très importants. La capitale de l'Artsakh, Haut-Karabakh, était Stepanakert, était située à 50 km de la frontière arménienne, avec un corridor qui permettait de relier ces deux régions. Bilan de cette guerre de 3 semaines. Quel est-il en termes de tués et de populations déplacées? Que reste-t-il du Haut-Karabakh après l'accord de cessez-le-feu obtenu par la médiation de la Russie? Alors on a parlé dans la presse des destructions du patrimoine historique arménien avant et après le cessez-le-feu malheureusement. Que s'est-il passé? Le bilan a été très important en termes de tués, puisque on évalue à 8000 combattants des deux côtés confondus, le nombre de morts. C'est un chiffre énorme si on compare, par exemple, la moitié, 4000 pour les Arméniens, pour le Haut-Karabakh, à comparer avec la population totale qui est de 150 000. Les personnes déplacées pendant le conflit, pendant les 6 semaines qu'a duré le conflit, et sur les 150 000 personnes, 100 000 se sont réfugiés en Arménie. Et les autres ont combattu ou se sont réfugiés, ce qui était le cas pour les personnes âgées, dans les caves. Alors, depuis le cessez-le-feu, quelques personnes sont retournées dans le Haut-Karabakh parce que pour récupérer des biens, mais les Azéris ont récupéré leur province qui était occupée par les Arméniens et avaient beaucoup avancé du fait de leur progression militaire et ont occupé une partie du Haut-Karabakh. Et donc, cette situation n'est pas stabilisée puisque les Azéris essayent de grignoter de plus en plus du terrain de la population et afin de faire partir les populations arméniennes et de récupérer la totalité du Haut-Karabakh. Alors, sur le plan du patrimoine historique, il y a eu des destructions, il y a eu pendant les combats, mais ce qui est le plus grave et ce qui est à suivre, c'est que les principaux monuments arméniens sont maintenant sous le contrôle des Azéris. Je pense à la ville de Chouchi, qui est la Jérusalem des Arméniens, qui est complètement sous le contrôle des Azéris, avec son joyau qui est la cathédrale de Gazan-Chetsot. Je pense par exemple au monastère de Dadivan, qui a fait l'objet de nombreux reportages, qui est aussi sous contrôle
azéri. Donc, ce sont les points à suivre, car les Azéris vont essayer de récupérer ou de démolir ou de détruire tous les monuments chrétiens. Et n'oublions pas que la Turquie avait retransformé Sainte-Sophie en mosquée il y avait peu de temps, et que donc cette tentation pourrait à nouveau réapparaître à propos de la cathédrale, par exemple, la cathédrale de Chouchi. Donc c'est une affaire à suivre de très près. Alors, on s'étonne de cette défaite militaire totale obtenue en quelques semaines. Est-ce que l'Arménie avait engagé directement des troupes, ou est-ce que c'est la petite armée de ce territoire qui a eu à supporter tout le poids du conflit? Alors, question suivante, on a évoqué aussi la supériorité de l'armement côté azéri, surtout les fameux drones tueurs qui ont fait beaucoup de victimes civiles. Les Arméniens, de leur côté, avaient des armes russes. Ils ont d'ailleurs tiré quelques missiles Scud qui ont fait des victimes civiles de l'autre côté. Quel a été le rôle militaire de la Turquie, et au final, pourquoi les Arméniens ont-ils perdu? La Turquie a joué un rôle très important, on l'a vu. Et alors pourquoi les Arméniens ont perdu? C'est que ce conflit a été très bien préparé par Ilham Aliyev, qui est le président de l'Azerbaïdjan, qui a su préparer sur tous les plans et qui a déclenché son offensive militaire le 27 septembre 2020. Et puis, ça c'est l'aspect tactique, mais sur le fond, on avait en fait un conflit entre un petit pays de 20 000 km, 29 000 km², à peine plus grand que la Bretagne, et un pays pauvre avec 3 millions d'habitants, et en face l'Azerbaïdjan avec qui avait 86 000 km², et très riche en pétrole, et qui a pu en fait entre un peuple important et riche. Albert Nakache, si on considère les voisins proches ou lointains de ces belligérants, il y a d'abord la Russie. Historiquement, elle a plutôt été proche de l'Arménie, pays chrétien. Or, en se documentant, on découvre qu'elle avait livré des armes aux deux. Et l'accord de cessez-le-feu est clairement en faveur de l'Azerbaïdjan. Qu'en pensez-vous? Un peuple moins important et pauvre. Oui, l'accord de cessez-le-feu est clairement en faveur de l'Azerbaïdjan. Alors, c'est une région où tous les pays ont un double ou un triple jeu, et ça me rappelle les mémoires de guerre de Charles de Gaulle, qui disait vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Donc chaque pays a joué avec sa propre stratégie, ses propres objectifs. La Russie était l'allié traditionnel de l'Arménie, mais la Russie vend aussi des armes à l'Azerbaïdjan, voilà, et l'Iran et aussi va jouer un double jeu, puisque l'Iran est proche en tant que république islamique et proche de l'Azerbaïdjan, mais les Azéris jouent un rôle important en Iran. C'est une très forte minorité, et l'Iran craint cette minorité des Azéris de l'Iran, cette région dans le sud, qu'on appelle l'Azerbaïdjan du Sud, fait partie de l'Iran, et donc le nationalisme azéri est très important. Donc l'Iran craint une révolte à ce niveau de cette population-là. Bon, Israël aussi a eu des relations stratégiques avec l'Azerbaïdjan, si bien qu'il y a eu en Israël des manifestations à la fois en faveur de l'Iran et en faveur des Azéris. Donc, en fait, j'ai écrit un article le 11 octobre, toujours sur le site de Temps et Contre-temps,
sur lequel est paru cet article. Et l'article s'est intitulé l'Arsar au Karabakh, un chaudron caucasien à la sauce turque, donc qui présente un peu tout cet aspect complexe des interventions. Alors, il y a ensuite l'Iran, mais là c'est plus compliqué, car on aurait pu penser que la République islamique serait hostile à l'Azerbaïdjan, qui est un allié stratégique à la fois des États-Unis et d'Israël. Or, les Iraniens sont restés neutres. Par contre, il y a eu des accusations arméniennes contre Israël, qui a effectivement livré des drones aux Azéris. Alors, vous ne parlez pas du tout de cela dans votre article, ça m'a un peu étonné. Est-ce que vous pourriez le faire à l'occasion de cette interview ? Attention des uns et des autres. Pour l'Iran chiite, c'est compliqué aussi parce que, bien sûr, l'Iran va soutenir l'Azerbaïdjan, qui est la 4e nation chiite dans le monde. Et l'ayatollah Khomeini est lui-même d'origine azérie. Mais, d'autre part, l'Iran se méfie du nationalisme azéri, car il y a au sud de l'Iran une région, une zone qui est azérie, qui est de population azérie, et l'Iran craint un soulèvement ou des difficultés avec les Azéris. Et c'est pareil pour Israël, qui a des relations stratégiques de longue date avec l'Azerbaïdjan et qui a bâti un partenariat dans tous les domaines avec Israël. Et donc Israël est un grand fournisseur d'armes à l'Azerbaïdjan. Il a surtout formé son armée et a participé à l'entraînement des troupes de l'armée azérie. Voilà, donc c'est pour ça qu'en Israël, il y a eu des manifestations à la fois en faveur des Arméniens en souvenir du génocide du génocide arménien par les Turcs, et des manifestations en faveur des Azéris, parce que les Azéris sont devenus un peuple ami avec Israël. Bon, c'est compliqué tout ça, mais c'est la réalité. Dernière série de questions. Votre article s'achève en évoquant la marginalisation totale des Occidentaux à l'occasion de cette guerre. Comment l'expliquez-vous ? Et comment expliquer le silence à la fois des ONG de défense des chrétiens d'Orient et le silence des intellectuels ? C'est aussi une grande défaite pour l'Occident, car, encore une fois, les États-Unis, la France et l'Europe ne sont pas intervenus, n'ont joué aucun rôle sur un conflit important. La France faisait partie, avec les États-Unis et la Russie, du groupe de Minsk. C'était un groupe qui était chargé de préparer la paix après la guerre, la fameuse guerre qui avait fait des milliers de victimes 28 ans auparavant, et rien n'a été préparé. Et surtout pendant ce conflit, la France n'a absolument rien fait. Il y a eu quelques paroles de consolation dans la presse ou au Sénat qui a souhaité qu'il y ait une reconnaissance de l'Arsar par la France. Bon, mais rien n'a été fait en fait, ça restait de façon très théorique. Et surtout, les intellectuels et les chrétiens français, la gauche chrétienne français, je pense à chrétiens de Méditerranée et à l'œuvre d'Orient, n'ont absolument rien fait. Les chrétiens n'ont rien fait pour venir en aide à leurs frères chrétiens d'Arménie. On a vraiment l'impression que cette solidarité n'existe pas. Il n'y a pas de solidarité, c'est extrêmement triste. D'autre part, le plus grave, quand même, c'est que l'avenir est très sombre, à la fois pour le Haut-Karabakh, car aucune décision n'a été prise politiquement sur l'avenir de cette zone qui a été très peu peuplée et qui s'est dépeuplée et qui risque de disparaître entièrement. Et c'est même tout l'avenir de l'Arménie qui est en cause, car c'est un petit pays pauvre et qui est perdu dans un océan islamique. Et ça, c'est extrêmement très grave.
Et donc, on peut être que très pessimiste sur l'avenir dans cette région. Car c'est sans doute ce berceau du christianisme qui va disparaître. Français. Eh bien, un très grand merci, Albert Nakache, pour nous avoir éclairé à l'occasion de cette interview. Alors, je rappelle que l'on peut vous retrouver sur le site Temps et Contretemps. Et aux auditeurs qui nous auront suivis, je leur donne rendez-vous donc pour de prochains entretiens, donc toujours sur le site Voix Pluriel, pluriel écrit au singulier. Merci donc de nous avoir écoutés et je vous dis au revoir et à bientôt en particulier. Je vous remercie Jean Corcos de votre invitation et je remercie aussi les auditeurs pour leur écoute. Au revoir et à bientôt. Jean Corcos pour Voix Pluriel.